Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition. À la présentation, je suis Edissa Biti. Voici tout de suite les titres de notre édition avec l'Office rwandais de régulation des services d'utilité publique RURA qui annonce pour la prochaine période de 2 mois la hausse des prix, sinon les tarifs pour ce qui est du carburant à dater du 4 octobre prochain. Les patients à l'hôpital de Butaro, nous sommes en district de Burera, au nord du Rwanda, se disent satisfaits du fait que cette unité sanitaire s'est dotée de nouveaux services que ces derniers étaient obligés d'aller chercher, notamment à Kigali, la capitale. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que l'Office rwandais des régulations des services d'utilité publique RURA a annoncé ce mardi le changement et la hausse des tarifs pour ce qui est des carburants pour la période de 2 mois à compter du 4 octobre 2023. Les prix à la pompe sont révisés de manière suivante, avec notamment l'essence qui passe à 1822 le litre. 1822 le litre. Tandis que pour ce qui est du diesel, un litre revient à 1662. 1662 pour ce qui est du diesel. Ces révisions des prix reposent principalement sur les péripéties, à en croire en tout cas les raisons avancées par les responsables, soit du ministère du Commerce ainsi que l'Office rwandais de régulation des services d'utilité publique. C'est notamment les péripéties sur le marché international. À signaler que ce sont des tarifs qui vont donc s'étendre sur la période de 2 prochains mois. Passons au chapitre santé à présent, avec notamment au nord du pays, à l'hôpital de Butaro ou dans le district de Burera. Les habitants et les patients en particulier se disent satisfaits du fait que cette unité sanitaire s'est dotée de nouveaux services qu'ils étaient obligés d'aller chercher, notamment dans la capitale Kigali. Cet hôpital comprend maintenant un nouvel immeuble de 3 niveaux et d'autres bâtiments rénovés, des bâtiments qui vont permettre à l'amélioration des services qui seront donc octroyés à ces patients. Quant au ministre de la Santé, le docteur Nsanzimana Saban, en compagnie de différentes personnalités, celui-ci a inauguré donc le projet de rénovation et de l'extension de l'hôpital de Butaro, qui a bénéficié donc du renforcement de capacité. Les services les plus demandés dans cet hôpital concerne la cancérologie et on y trouve maintenant le service mammographie pour le traitement des maladies qui touchent les seins et aussi le cancer du sein. L'autre service très demandé, c'est notamment le scan du CT qui renseigne les médecins sur une zone précise avant d'y intervenir avec une chirurgie, donc une manière qui permet à localiser une lésion ou établir l'étendue de cette lésion. Cette extension va notamment permettre à l'hôpital
a dispensé des soins de haute qualité à plus de 33 000 patients en provenance d'un peu partout dans la région et ailleurs sur le continent africain. L'hôpital de Boutaro va par ailleurs aider de manière concrète les étudiants de Boutaro les étudiants de Boutaro, University of Global Health Equity, à pouvoir effectuer la pratique pour ce qui est de la théorie qu'ils ont appris en classe. Passons à autre chose à présent avec l'Union africaine, notamment certains responsables de l'Union africaine qui viennent donc de finir une retraite de quelques jours à Kigali. Ces derniers examinaient notamment la question et surtout la mise en pratique de l'agenda 2063 qui aujourd'hui permet aux pays africains membres de l'Union africaine à pouvoir notamment se mesurer par rapport au développement socio-économique que doit connaître le continent africain. Les participants à cette retraite ont identifié non seulement les défis propres au continent, mais également des solutions qui devraient donc être mises en œuvre pour le développement socio-économique du continent africain. Suivons ici M. Zahir Dulkamal. Il est ministre comorien des Affaires étrangères et il est parmi les participants à cette retraite de Kigali. Nous avons tous reconnu le rôle éminent central de l'agriculture comme moteur de notre développement et la nécessité de parvenir à une autosuffisance alimentaire dans un contexte international émaillé de beaucoup d'incertitudes. Un contexte international qui nous invite plus que jamais à nous appuyer davantage sur nos propres forces et nos propres ressources pour mieux faire face aux défis de notre continent. Mesdames et messieurs, devant cette vision partagée, l'AIDA NEPAD, en tant qu'agence d'exécution de l'agenda 2063, a un rôle essentiel à jouer en vue de la transformation de l'Afrique à travers des initiatives innovantes en mettant en exergue l'intégration et la coopération africaine. Dans cette optique, l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui a enregistré ces derniers mois de notables avancées, nous conforte dans notre vision commune d'une zone économique continentale intégrée et prospère pour répondre aux attentes de nos pays et de nos populations. Dans ce même registre, nous avons également reconnu au cours de notre retraite l'importance de l'éducation, la technologie et l'innovation comme piliers essentiels du progrès, du continent qui doit être solidement outillé pour faire face aux défis de demain. Le système éducatif doit être repensé et adapté aux besoins et aux impératifs majeurs de notre continent. L'éducation, retenue par l'Union africaine comme thème de l'année 2024, est un choix pertinent qu'il faudrait saluer. C'est dans cette même dynamique que nos États insulaires d'Afrique et les richesses des océans doivent être aperçus, non pas comme un défi, mais plus comme une opportunité, une source de croissance pour notre continent. Il revient alors à notre continent, l'Afrique, d'exploiter pleinement et de façon rationnelle nos énormes potentiels allant de la pêche au tourisme en passant par nos richesses énergétiques. Et puis, toujours en rapport avec l'Afrique, quittons l'Union africaine pour parler dans des blocs de l'Union africaine, à savoir
la CEAC avec la deuxième session conjointe du comité intergouvernemental des hauts cadres et experts de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est qui donc a mis au cœur des débats la problématique de la qualité de produits industriels dans la perspective de la ZLECAf. Le thème était notamment ériger l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est en origine de qualité et en destination d'investissement de choix pour accélérer l'industrialisation et surtout la diversification économique et à renforcer la sécurité alimentaire. Ce sont des débats qui se sont déroulés notamment à Bujumbura, dans la capitale burundaise. On va suivre tour à tour, au terme du dialogue de haut niveau sur l'infrastructure de qualité. On va suivre Jean-Luc Mastaki Namegabe, directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la CEA, qui présente ici les recommandations qui ont donc déterminé les différentes étapes nécessaires pour ériger l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est en origine des produits de qualité. Il sera suivi par M. Léonard Ambassa qui, lui, va présenter l'état des lieux de l'infrastructure qualité en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Sur la qualité, l'infrastructure de qualité a vraiment porté les résultats qu'on attendait d'elle. On attendait un dialogue franc et inclusif avec le secteur privé, au-delà du secteur privé, avec le monde paysan, les petites et moyennes entreprises, sachant que la grande production qui concerne le commerce intra-régional et alimentaire, on voulait étendre cette discussion à l'économie rurale, mais aussi souligner la nature, la dimension genre des débats sur la qualité. Et je crois que les discussions que nous avons eues cet après-midi ont tenu la promesse. Entre autres points saillants qui ont émergé de ces discussions, c'est d'abord la nécessité de promouvoir un dialogue public et privé pour pouvoir porter la question de l'infrastructure qualité. Le diagnostic a été bien parlant. L'Afrique centrale particulièrement est en retard sur beaucoup d'indicateurs liés à l'infrastructure qualité. Et sachant que l'absence de la qualité ou la faiblesse de la qualité a un coût en termes de faible compétitivité, faible accès au marché, nous ne pouvons pas attendre. Il faut lancer le processus politique pour développer l'écosystème pour la qualité en Afrique centrale. Et pour cela, il faut, comme je l'ai dit d'abord, engager les dialogues transsectoriels qui permettent de parler aux chaînes de valeur et à leurs acteurs pour qu'ils puissent comprendre la nécessité, l'importance et l'actualité, l'urgence de développer l'infrastructure qualité. Deuxième élément, c'est renforcer les capacités de nos infrastructures, notamment les laboratoires, pour pouvoir certifier et accréditer les produits de nos acteurs économiques, et notamment les petites et moyennes entreprises. Ces entreprises disent que la qualité a un coût, la qualité coûte cher. Il faut être innovant, trouver des mécanismes qui permettent en sorte qu'ils puissent avoir accès aux labos d'accréditation à faible coût. Et en fin de compte, il faut tenir compte de toute la question de la sûreté alimentaire, du développement du secteur informel comme marché d'approvisionnement alimentaire dans nos villes, mais aussi de cette industrie d'alimentation des rues, comme on l'appelle, qui porte un certain nombre de risques et amener les normes de qualité à ces niveaux-là. Les recommandations que nous prenons, nous comme CEA, de cette session, c'est d'abord raffermir notre collaboration avec ARSO, parce qu'il a été souligné la nécessité de la coopération pour la norme, afin que nous puissions apprendre des champions en termes de production et de qualité, mais aussi que les pays qui sont moins avancés puissent apprendre d'autres. Les pays de l'Afrique centrale, essentiellement, devront apprendre des pays comme le Kenya, comme l'Ouganda, qui ont un profil assez avancé sur la question de la qualité. Et donc nous, c'est le partenariat fort avec ARSO pour permettre à nos pays de pouvoir avoir la possibilité de coopérer sur tout ça. La question du financement de la qualité, voici une autre question sur laquelle il faut aller réfléchir pour avoir des réponses innovantes, permettre à nos PME, à nos entreprises, d'avoir accès à cette qualité. Et en fin de compte, la domestication de tous les débats sur la norme, pour que nous ne puissions pas être consommateurs des normes des autres, des normes de nos clients, mais que nous puissions avoir des normes pour des produits qui sont les nôtres, des normes destinées à nos marchés, qui enregistrent de plus en plus une classe moyenne, qui demande aussi des produits de qualité et de qualité certifiés. Pour les PME, il est clair, comme je l'ai dit, au Cameroun, nous sommes en train de parler de 97%
du tissu d'entreprise, les PME. Et le Cameroun n'est pas une exception. Si vous allez en RDC, c'est la même chose. Si vous allez en Centrafrique, vous allez trouver que c'est la même chose. Nos entreprises sont essentiellement de petite taille et de très petite taille. Pour avoir accès à la norme, comme je dis, on dit la norme coûte cher, la qualité coûte cher. Il va falloir travailler d'abord avec les associations de ces entrepreneurs pour que les économies, la taille et l'échelle puissent permettre de réduire le coût moyen d'accès à la norme de qualité. Première chose. Deuxième chose, c'est les sensibiliser. Leur dire que, évidemment, la qualité a un coût, mais l'absence de qualité peut coûter plus cher. Non seulement pour les consommateurs, mais pour eux-mêmes. On l'a dit, la sanction est claire, c'est l'accès au marché qui est dénié à ces entreprises-là. Il faut donc les sensibiliser sur cette problématique de qualité. Troisième élément, c'est tout ce que nous disons en Afrique centrale sur le rôle des écosystèmes comme les zones économiques spéciales, qui devront être des terrains de jeu où les entreprises ont la chance d'avoir accès et de renforcer les capacités pour améliorer la norme de qualité et la certifier. Et donc, toutes les politiques industrielles devront avoir une dimension très importante liée à la norme de qualité. Déjà, ayant élaboré le plan d'industrialisation et diversification économique de l'Afrique centrale, la CEA a mis l'emphase très importante sur ces questions de qualité et des normes de qualité. Et au niveau des États, nous encourageons les États à investir davantage sur les questions de qualité comme partie intégrante des écosystèmes d'industrialisation. Je dis que la situation de la qualité en Afrique centrale et en Afrique de l'Est a des disparités. Ça veut dire que tout le monde n'est pas au même niveau. Je crois que la visée de l'UNECA ici, c'est que nous sommes, lorsque la ZLECAf est une première étape de l'agenda, la finalité est de parvenir à un marché commun africain. C'est 1,3 milliard, ça sera un des plus grands marchés du monde. Parce que c'est le nombre, le volume des acheteurs, des gens qui peuvent faire des transactions qui est marqué dans ce cadre-là. Donc, ces disparités n'amènent pas à faire véritablement le commerce. Si vous prenez les disparités entre un pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, la RCA, par exemple le Rwanda qui est au niveau moyen. Donc vous allez voir que ces disparités montrent que les types de référentiels en termes de normalisation sont différents. Dans un même marché, vous devez avoir un référentiel de normalisation qui est à peu près commun. Donc c'est pour ça que nous avons proposé, là, compte tenu de ces disparités-là, la première leçon à tirer, c'est que ce n'est pas seulement théorique de dire que la qualité est un processus où on doit s'améliorer continuellement. On ne doit pas s'arrêter. C'est ce qu'on voudrait pour que le marché fonctionne avec les mêmes conditions. Ça veut dire que le marché africain leur permettra déjà d'échanger de manière fluide. Ils pourront échanger entre eux-mêmes. Ça, c'est la première question. Maintenant, compte tenu de ces gaps constatés, l'autre solution est de proposer ce qu'on appelle une normalisation que je peux appeler institutionnelle, avec les institutions panafricaines qui existent déjà. Ils font bien leur boulot pour la participation au comité, pour qu'ils vivent ce que le monde demande, les autres grands marchés peuvent demander à travers le monde. C'est déjà bien. Mais c'est de leur permettre aussi, entre les pays africains, de se connaître. Si vous-même vous vous situez, par exemple, dans les différents cadrans que j'ai donnés, j'en ai donné 3. Le quatrième étant celui qui est à la base. Donc, si nous le prenons comme le cadran 1, c'est que chaque pays puisse terminer son diagnostic en se disant « je peux me situer dans quel cadran ?» Et ça ferait que, comme il y a la session numéro 7 qui va passer au 3e jour, chaque pays, reconnaissant déjà son cadran, peut aller influer sur les éléments de politique, soit en termes de coopération, soit en termes d'infrastructure qualité. De savoir que même quand on sera bien en métrologie ou en accréditation, si on dort sur ses lauriers, on peut perdre le rang qu'on a eu. Et de deux, que les questions de qualité ne sont pas des questions où on dit des questions de financement. Qu'on cherche un financeur, ça veut dire si vous vous inscrivez dans cette logique, les budgets de nos États, si c'est institutionnel, ou bien de nos entreprises, doivent rentrer dans cette logique, avoir une base statistique tous les ans pour savoir les points sur lesquels on doit personnellement s'améliorer et de donner les produits sur lesquels, parce que la notion de chaîne de valeur est une notion de coopération. Donner donc les produits à partir desquels ils peuvent échanger,
Et l'Union africaine demande que ce soit d'abord certains produits phares qu'ils ont, qu'ils ne transformaient pas jusque-là, qu'ils vendaient en état brut, de commencer donc l'industrialisation à partir de ça, petit à petit en modifiant un peu, jusqu'à ce que ces pays vont se retrouver dans le rang des champions. Et maintenant, on leur demandait donc d'aller aussi dans la coopération en face avec ceux qui font déjà. L'Indonésie était dans la même condition que nous hier, le Vietnam, la Malaisie. Mais ces pays sont déjà des meilleurs pays aujourd'hui. Et maintenant, quand vous coopérez avec eux, ce qui est important, c'est le développement, les devises qui rentrent dans votre pays. Le produit du Cameroun peut même passer, mais en portant le label de la Malaisie ou bien de l'Indonésie. Et lui sera vendu parce qu'on sait déjà que les produits indonésiens sont compétitifs dans le monde. De retour ici au pays, avec notamment les habitants riverains de certaines routes de la ville de Kigali en cours de construction et de goudronnage sont inquiets. Pour certaines d'entre elles, les travaux sont arrêtés et par conséquent abîmés par l'écoulement de l'eau des eaux de pluie et également de la boue. On va suivre la situation avec Kassim Youssouf. L'une de ces routes est Murindi Gasogi Rusororo Kabuga, longue d'environ 10 km. Des canalisations ont été mises en place sur une partie et pour traverser l'autre, il faut sautiller. Lorsqu'il pleut, l'eau se cherche un passage à cette partie sans canalisation. Les utilisateurs des routes qui y sont reliés passent par des petits ponts en planche où des profondes rigoles ont été installées. Les maisons à proximité semblent suspendues et les habitants disent qu'ils sont préoccupés par le retard des travaux et qu'ils font face à divers problèmes. On nous a laissés en situation dangereuse. Vous voyez que cette rigole a été placée ici et tous les chemins ont été bloqués. Aucun véhicule n'arrive plus par ici. Ceux qui marchent à pied sont obligés de fournir beaucoup d'efforts pour passer la rigole. Cette situation nous a appauvris parce que nous payons le loyer sans travailler. Nous vous demandons de plaider en notre faveur et puis on ne les voit plus sur la route pour travailler. Le vice-maire de la ville de Kigali en charge des infrastructures et de l'habitat indique qu'ils sont en train de faire tout ce qui est possible pour que les travaux de construction de ces routes soient achevés et qu'ils aident entre-temps les habitants à trouver où passer tout en les protégeant de l'eau de ruissellement. Il y a des routes où il faut mettre des pierres suite à leur longueur ou des routes qui passent dans les marécages et tout cela a des répercussions sur la durée des travaux. C'est à ce moment-là que nous collaborons avec l'entrepreneur en charge de la construction des routes, y compris les dirigeants des instances de base proches de la population pour pallier à tout ce qui peut gêner lorsqu'il s'agit de creuser profondément la route et y placer donc un pont en planche pour l'usage provisoire, ou s'il s'agit d'une route où on a mis de la latérite ou des pierres, qu'on collabore avec les habitants pour qu'ils cherchent ailleurs où passer ou garer leurs véhicules. Ce projet de construction des routes à la périphérie de la ville de Kigali, longue de 215 km dans une période de 10 ans, comprend des routes en latérite qui seront goudronnées et parallèlement, des nouvelles routes seront construites et d'autres rénovées ou élargies en 4 pistes. Rentrons dans la province du Nord où une sensibilisation est faite pour responsabiliser les hommes à faire partie et surtout à prendre à bras le corps la lutte contre la malnutrition, car cette province a le taux le plus élevé de malnutrition pour ne pas laisser la tâche seulement aux femmes à s'occuper seules de cette problématique. Les détails ici, c'est avec notre consoeur Amandine Ndikumasabo.
Une des solutions contre la malnutrition est que le gouvernement s'est investi pour qu'il y ait beaucoup de centres de développement de la petite enfance. Exemple du centre Igihozo. Il y a une cuisine où un repas complet est préparé pour assurer la bonne croissance des enfants. Pour les enfants qui viennent ici, il est certain qu'ils reçoivent un repas complet. La directrice de l'Agence nationale du développement de la petite enfance, Ingabila Sumta, affirme que cette lutte a besoin d'hommes car la plupart d'entre eux ne se sentent pas concernés. C'est très important que tous les parents comprennent qu'il est de leur responsabilité à tous, les femmes tout comme les hommes, à suivre de près le développement de leurs enfants. En particulier, ceux qui présentent une malnutrition doivent aller au centre de développement de la petite enfance. Mugaboga Undi Maurice, gouverneur de la province du Nord, s'exprime à ce propos. Ici, il est question de lutter contre l'excès de consommation d'alcool qui parfois prive les parents à suivre de près la croissance de leurs enfants. Nous souhaitons que l'année prochaine, le taux de malnutrition soit moins de 20% et nous pouvons y arriver grâce à ce que nous avons reçu aujourd'hui comme conseil. Dr Ustaka Itessi, directrice générale de l'Office rwandais de la bonne gouvernance, exhorte également les instances de base à mettre un accent sur le respect du principe du développement de la petite enfance. Actuellement, c'est la province du Nord qui a le taux le plus élevé d'enfants souffrant de malnutrition, soit 40,5%, celle de l'Ouest, deuxième avec 40,2%, celle du Sud avec 32,7%, tandis que la province de l'Est vient avec 28,8% et la ville de Kigali avec 21,3%. Merci donc à Amandine Ndi Koumassabo et c'est même par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Mais avant de vous quitter, voici les titres de cette édition avec notamment l'Office rwandais de régulation des services d'utilité publique RURA qui a annoncé aujourd'hui les nouveaux tarifs pour ce qui est du prix des carburants pour la prochaine période de 2 mois à compter du 4 octobre 2023. Et puis, chapitre santé, les patients à l'hôpital de Butaro dans la province du Nord se disent satisfaits du fait que cette unité sanitaire s'est dotée de nouveaux services qu'ils étaient obligés d'aller chercher, notamment ici, à Kigali, la capitale. Merci à toutes et à tous. Grand merci également à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Murenzi Karangwa. En mon nom propre, Edith Abiti, je vous dis grand merci et je vous invite à rester toujours fidèle au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.